Donc bonjour, Pierre Abourdin, bienvenue pour un nouvel épisode sur All About Sport. Bon, bonjour Pierre Abondin. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview ensemble. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un nouveau métier. Donc, le vôtre qui est responsable de pelouse. Je pense qu'on peut le dire de cette façon. Avant de Oui, commencer et de parler en détail de ce métier, est-ce que vous pouvez, déjà, est-ce que vous allez bien? Comment s'est passé votre confinement, votre déconfinement? Est-ce que vous avez été impacté d'ailleurs, peut-être? Stop! Avant de démarrer, sachez que Pierre Abondin travaille pour Sport Méditerranée Entretien, qui est leader dans l'entretien et la rénovation des terrains de sport pour la région PACA. Pour plus d'informations, vous trouverez le lien du site de l'entreprise en description. Bonne vidéo! oui, bah, ça va bien. Nous, à Nîmes, on n'a pas été trop impactés. On était en dehors un peu du Covid, quoi, même si on faisait très attention. Notre métier, on ne s'est pas du tout arrêté du fait que la Ligue n'avait pas interrompu la saison. Donc nous, ça pouvait reprendre à tout moment. Donc on était sur le pont tous les jours de la semaine pour une reprise le plus rapidement possible si la Ligue nous l'imposait. Donc là, c'est vrai que depuis début mai, on a un peu relâché la pression. On a pu s'organiser pour les travaux d'intersaison pour recommencer là à partir de la semaine prochaine sur les entraînements. Donc voilà, pour une reprise du championnat d'après la Ligue aux alentours du 20-22 août. Ok. Avant de commencer, peut-être pour qu'on comprenne un petit peu, est-ce que en quelques mots, dans les grandes lignes, vous pouvez m'expliquer vos missions principales? Donc moi, je suis responsable des terrains du Nîmes Olympique. Je suis un prestataire du club. Ok. Donc moi, mes missions, c'est d'entretenir tout ce qui est surface engazonnée pour que les joueurs puissent avoir de bonnes conditions de jeu. Donc, par rapport aux appuis, à la vitesse de balle, je dois toujours avoir des terrains en bon état pour pratiquer le jeu. Donc, ça, c'est mes missions. Donc, après, ça passe par tout des choses, des opérations mécaniques, les tontes. Dans le sud, beaucoup la gestion de l'arrosage. Ok. Maintenant, on nous appelle vulgairement des jardiniers, mais on n'est pas des jardiniers. La plupart sont des techniciens, voire des ingénieurs maintenant. On travaille sur des sols qui sont pratiquement artificiels, sur des bacs à sable, hein, on peut appeler ça vulgairement. Donc, c'est toute une gestion différente, une approche différente de l'entretien de la pelouse. C'est pas que ton, voilà, c'est une gestion de l'agronomie, tout ça qu'il faut voir aussi en plus. Ok. Donc j'imagine que ça, c'est pas quelque chose qui s'apprend en claquant des doigts. Au niveau de la formation, est-ce que vous avez fait une formation très spécialisée ou au contraire généraliste et vous avez eu une opportunité? Non, bah, j'ai suivi un peu le cursus agricole du paysage, hein. J'ai totalement appris ce métier-là totalement par hasard, en pianotant un peu sur Internet, sur le site du ministère de l'Agriculture. Donc, moi, j'étais formé à l'école de Dunkerque, qui est pour moi la meilleure école de France, hein. Beaucoup d'écoles font cette spécialité un peu là maintenant depuis quelques années parce qu'on manque énormément de main-d'œuvre. Donc, moi, j'ai un certificat de spécialisation en entretien de terrain de sport en gazonné. Ok. C'est-à-dire, c'est le diplôme de base pour entrer dans ce métier-là. Sinon, après, il existe le diplôme de greenkeeper, où là, c'est vraiment spécialisé, notamment pour les golfs et gestion de terrain de sport. On va dire le grade un peu de chef ou de responsable. Après, il y a d'autres écoles d'ingénieurs comme Tecoma qui existent pour la construction. Mais c'est un métier qui est très peu connu en France et les formations aussi, ce qui fait qu'on manque cruellement de main-d'œuvre. On ne se le Ok. cache pas, on a énormément de mal à recruter. Pas que par chez nous, hein, dans toutes les entreprises qui font ce métier-là, dans les golfs. Moi, je vois passer à peu près 1 à 2 annonces d'offres d'emploi par semaine dans ce métier-là. Ok. Et donc j'ai vu que en termes de club, vous avez commencé au LOSC, c'est ça, en 2013? Oui, c'est ça. J'étais pris en alternance en octobre 2012, au moment d'inauguration du nouveau stade. Ouais. Donc, j'ai fait mes classes là-bas. On apprend énormément, surtout que c'est un stade multi-événementiel. À l'époque, il jouait déjà la Ligue des Champions. Je crois qu'il venait d'être champion de France ou très peu de temps avant. Donc, on nage tout de suite dans le grand bain. Et donc j'ai vu qu'au début, vous faisiez le terrain d'entraînement et puis Pierre Mauroy aussi. Est-ce que la gestion est différente? J'imagine que les objectifs sont différents. Est-ce que ça demande peut-être plus d'entretien le stade? Comment ça se passe à ce niveau-là? Bah, disons que tous les stades un peu qui sont multi-événementiels sont compliqués à gérer parce qu'ils ne sont pas forcément conçus pour une pelouse, pour qu'un terrain vive.
Ce qui est primordial pour les sociétés comme ça, c'est de faire du chiffre d'affaires, donc c'est de faire des concerts, des événements, des choses comme ça. Donc la pelouse peut passer par moment un peu à côté, en deuxième plan. Mais les clubs, maintenant, s'y sont mis, ont compris le système et reviennent sur ce principe-là et veulent principalement avoir des belles pelouses. C'est pour ça qu'on est arrivé sur les fibrés maintenant en France depuis quelques années, depuis l'Euro 2016. Et donc l'entretien de ce genre de pelouse, parce que c'est quand même incroyable, quand on arrive en stade, généralement c'est quelque chose qui marque. Ça demande combien enfin, en termes de fréquence, ça demande combien de temps, peut-être sur une année même, sur une semaine, combien de temps vous passez à entretenir ces pelouses? C'est incalculable. Moi, je prends toujours le principe qu'une pelouse, c'est un être vivant. C'est comme nous, on ne s'arrête pas dans l'année. La pelouse, elle pousse le 25 décembre, le 1er mai, le 14 juillet. Il faut être là toute l'année. Il y a des moments un peu plus qui demandent un peu plus d'attention, un peu plus d'entretien. Nous, dans le sud, c'est l'été, avec les fortes chaleurs. Là, on va commencer à attaquer les 30 degrés, donc ça va être les champignons, les choses comme ça. Dans le nord, c'est plutôt l'hiver, parce que l'hiver, le gazon ne pousse pas non plus. C'est pour ça qu'on met les chauffages au sol. Le soleil est plus bas, donc on apporte la lumière de compensation dans les stades pour compenser artificiellement le soleil. C'est toutes des choses, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est plus jardinier, c'est pratiquement ingénieur qu'on fait. On compense la nature artificiellement. Mm. Néanmoins, ça a des effets positifs, mais on a aussi les effets négatifs. Ce qu'on a pu avoir il y a quelques années avec le péricularia qui n'existait pas en France et on a rapporté, on va dire, un peu de l'étranger. Et étant donné que vous avez travaillé dans plusieurs clubs, si on faisait une moyenne finalement d'une semaine type avec toutes les expériences que vous avez eues, c'est quoi les fondamentaux? Est-ce que peut-être sur des jours différents, vous avez des missions différentes? Est-ce que c'est vraiment toujours un même objectif? Et comment s'organise une semaine pour vous en fait? On va dire que le trio de base, c'est déjà les remises en état. Après les Ok. entraînements, pour que les joueurs puissent avoir un tapis végétal qui se remet très vite et qui soit agréable au jeu. Les tontes et l'arrosage. Ça, c'est les trois fondamentaux, on va dire, des centres d'entraînement ou des stades. Plus ponctuellement, on peut intervenir aussi sur des sablages ou une fois par an, maintenant, de plus en plus souvent. On scalpe la pelouse, donc on retire et on revient ressemer par-dessus. Des opérations qu'on fait généralement l'été. Sinon, après, les classiques, hein, les fertilisations, que ce soit solide, liquide, et les traçages aussi. Voilà. C'est un peu. On ne peut pas établir de calendrier prédéfini à l'année. C'est en fonction de savoir comment le terrain réagit à l'instant T, ce qu'ils annoncent pour les 15 prochains jours, et après on s'adapte. Dans le football, ce qui est appréciable, c'est qu'on peut travailler de 15 jours en 15 jours. Donc, généralement, on joue tous les 15 jours à domicile. C'est une répétition, en fait. Voilà. Après, dans les stades un peu nous, à Nîmes, on n'a pas, mais dans les stades qui sont plus équipés, il y a la gestion du chauffage au sol, de la luminothérapie. Donc, c'est des ventilateurs, voilà, c'est toutes des choses en plus qui viennent dans la gestion. Donc après, nous, on fait des tests aussi sur les pelouses, hein. On regarde la température, l'humidité, le pH, qu'est-ce qui peut intervenir aussi, la salinité du sol. Tout ça, ça intervient dans l'entretien pour savoir quelles opérations on va faire, les quantités d'arrosage qu'on va apporter, les engrais qu'on va apporter, tout ça. C'est un enchaînement, en fait. Ok. Et donc là, on parle de semaine type. Et même précisément, est-ce que sur ce jour de match, il y a des missions particulières avant, pendant, même après? Je ne sais pas si vous avez des missions après. Disons que le jour de match, on fait rien par de l'esthétisme. On fait les tontes, voilà, parce qu'on a une certaine hauteur à respecter. D'accord. La ligue nous impose entre 20 et 30 mm, mais après, chaque club a des mesures un peu spécifiques en fonction de leur type de jeu. Ok. Donc, après, voilà, il y a des tontes, hein, donc le traçage, jour de match type, et après, on commence à arriver au moment de la réunion des préparations, généralement vers H-3, H-4 avant le coup d'envoi. Là, on commence à mettre éventuellement les arrosages pour intensifier le jeu de balle, la vitesse, ou D'accord. pour la souplesse du terrain, qui sont ça aussi à la demande de chaque stade, de chaque équipe. Ok. Et donc, vous m'avez vaguement parlé de ce système. J'ai vu que c'était air fibre et substrat élaboré de nom, il me semble. Oui. J'ai vu que c'était une technologie même. En fait, c'est quoi l'intérêt? Bon, parce que moi, j'y connais vraiment rien et c'est le cas de Il y beaucoup de a,
3 types de technologies, on va dire. La technologie de base, c'est les terres sables. C'est ce qu'on tous les amateurs connaissent sur leur terrain de foot. Hein. Nous, à Nîmes, on a un terre sable. On a les systèmes, on va dire, substrats élaborés. Donc, c'est des mélanges que de sable, de matériaux poreux, un peu de matière organique qui sont très filtrants. Où là, il n'y a pas du tout de fibres. Généralement, il y a beaucoup ça sur les terrains d'entraînement. Ça se fait beaucoup. Et après, on a les systèmes fibrés. Voilà les 3 gammes un peu principalement des terrains qu'on retrouve dans le. Bon, j'imagine que ça dépend des clubs, ça dépend parce que vous l'avez dit, ça dépend du budget, etc. En termes d'effectifs, malgré tout, vous avez vaguement parlé de quelques postes qu'il y a. Combien vous êtes, par exemple, bon, pas forcément dans le cas de Nîmes Olympique, mais globalement, ça demande une équipe de combien de personnes et quels sont les métiers, les corps de métier finalement pour cet entretien en fait? En moyenne, on va dire qu'il faut compter à peu près une personne par terrain. Donc après, ça dépend le centre d'entraînement, combien de terrains il y a, tout ça. Et pour les stades, c'est en moyenne aussi une personne. Voilà, à plein temps. Donc voilà, après les métiers, ça commence, c'est les métiers de base, hein, comme simple jardinier. Après, on évolue. Il y a classiquement le chef d'équipe, le chef de chantier, le conducteur de travaux. Voilà, c'est comme dans le bâtiment ou comme tout autre corps d'entreprise. Ok, donc j'ai vu que vous avez notamment, enfin, quand vous étiez à Metz, il me semble que vous aviez été élu meilleure pelouse. Enfin, j'ai vu qu'il y avait un championnat, entre guillemets, à ce niveau-là pour Oui, comparer les. depuis 2012, à la demande de la Ligue, un peu des médias, des footballeurs, à la suite des mauvaises pelouses, la Ligue a décidé de mettre en place un classement, un peu comme en Angleterre. Donc, on est noté après chaque match hein, par les délégués, les capitaines et les arbitres. En Ligue 1, il y a le réalisateur TV qui note aussi, Ok, suivant des caractéristiques spécifiques. Le réalisateur ne va pas avoir les mêmes critères que le footballeur. Voilà. Les caméras vont plutôt noter l'aspect esthétique. Les hommes de terrain vont noter plutôt la qualité technique. Voilà. Donc ça se fait pendant toute l'année. C'est un peu comme le meilleur ouvrier de France, mais on va dire un peu plus loin. Pour les meilleurs ouvriers de France, voilà, c'est quelques épreuves. Nous, on est noté toute l'année. toute l'année, ok. C'est pas parce qu'on est inférieur à 10 qu'on redouble l'année suivante. Non. Et après, voilà, il y a des points qui interviennent aussi au niveau de la licence club pour les clubs. Donc ça rapporte de l'argent aussi. C'est Ok. important aussi pour les clubs. Et bon, s'il y a ce genre de cheat, c'est aussi parce que forcément, c'est pas simple, c'est pas un métier simple. Avoir une belle pelouse toutes les semaines ou tous les 15 jours, c'est pas simple. Quels sont les facteurs ou en tout cas les problèmes peut-être qu'on rencontre le plus souvent ou les plus grandes difficultés en fait pour réussir à entretenir une pelouse? Ça dépend comment on s'y intéresse aussi. Si on est passionné, si on fait attention au terrain, à la pelouse, si on est passionné de foot, de gazon, tout ça, tout de suite, on va avoir la main derrière. Après, les facteurs X, ça va être la météo. Dans le nord, un hiver plus rigoureux avec de la neige, des températures froides, c'est pas bon pour le gazon non plus. Nous, dans le sud, c'est plutôt l'été. Quand on a une température de 40-45 degrés, le gazon ne pousse pas non plus. Et après, les facteurs autres, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, dans les stades multi-événementiels, ça paraît être, par exemple, un concert 2 jours avant un match. Ça, c'est pas bon non plus pour la pause. Donc, on se forme justement à des événements comme ça. On apprend aussi au fur et à mesure. Hein. On apprend des erreurs des autres, on communique beaucoup. Et après, voilà, on met ça en place derrière. Et est-ce que, alors peut-être pas, hein, mais est-ce que ces dernières années, avec le réchauffement climatique qui est un sujet d'actualité, vous avez senti une différence, peut-être plus de difficultés, peut-être plus de problèmes pour entretenir sur 365 jours une pelouse? Oui, il y en a beaucoup. Moi, je viens du Nord, donc dans le Sud, je ne connaissais pas. J'ai Ouais. dû faire avec les restrictions d'eau. Ah oui. Quand on a c'est en 2 phases, hein. Donc la première phase, c'est qu'on a interdiction d'arroser de 8h du matin à 20h. Et la seconde phase, c'est interdiction totale d'arroser. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est d'autres critères qu'il faut prendre en compte. Il faut travailler sur les variétés. On est quelques clubs dans le Sud, Monaco, qui fait déjà depuis de nombreuses années. Nice un peu aussi, on essaye d'implanter le Bermuda Grass. Donc c'est une variété qui demande très peu d'eau, qui n'a pas de maladie durant l'été
Le seul inconvénient, c'est qu'il jaunit l'hiver, donc il faut faire une permutation à l'automne. Ok. Donc, c'est des choses auxquelles il faut mettre en place au niveau des clubs, parler avec les journalistes aussi, parce que ça n'a pas le même rendu esthétique. Ok. En termes d'entretien, je me demandais, parce que vous avez dit que par exemple la Ligue imposait certaines obligations au niveau de la pelouse, si on peut le dire comme ça. Est-ce que il y a des différences par exemple entre les compétitions ou entre les sports, parce que vous avez l'occasion de faire peut-être le foot, le rugby, etc. Est-ce que ça demande disons des obligations, des conditions différentes? Non, pas spécifiquement, parce qu'après, une fois qu'on était un peu habitué à un stade, on va dire, international qui peut accueillir des équipes ou des tournois européens ou mondiaux, on met tout de suite la barre au plus haut. Il y a certains critères. Donc après, si on descend de stade, moi, je tiens toujours les mêmes critères. Voilà, c'est une certaine... voilà, que ça soit un peu plus facile. Après, il y a une différence un peu entre le foot et le rugby. On va dire que le rugby est un peu moins exigeant. Voilà. Ok. Parce que c'est pas les mêmes subventions non plus. Et les rugbyman, comment dire? Le rugby, le jeu de balle, c'est pas trop important. C'est plutôt au niveau des appuis. C'est jugé. Pour donner un peu les différences, en hauteur de tonte, en moyenne, dans le football, on est à 25 mm. Au rugby, on est à 35. On est déjà sur 1 cm plus haut. Donc pour nous, jardiniers, c'est déjà plus agréable. Le gazon est beaucoup moins stressé. Ok. Et bon, vu que la Ligue met en place certaines obligations, etc., est-ce que vous avez quand même une marge de manœuvre pour, par exemple, vous adapter à un adversaire, à une équipe adverse, etc. Est-ce qu'il y a il y a une marge, entre guillemets, légale, une marge possible, peut-être demandée par des personnes, pour pouvoir s'adapter? On va dire que le seul critère un peu que la Ligue nous oblige, c'est juste les hauteurs de tonte. Il faut que ça soit compris entre 20 et 30 mm. Donc après, la Ligue nous laisse cette marge-là. Sinon, Ok. après, derrière, ils ne sont pas à nous dire, voilà, votre terrain manque de densité. Ça, c'est les clubs généralement qui nous lisent. Voilà. Le terrain est un peu trop dur, il faut l'assouplir, il est trop souple. Voilà, c'est avec les staffs, les capitaines qu'on discute. On est assez proche des clubs et des staffs. Ouais. Et bon, il y a des périodes de match, et on en a un peu parlé tout à l'heure, mais par exemple, il y a des périodes de trêve. Enfin, déjà, un club joue que 2 fois par mois, mais il y a aussi des périodes de trêve où il y a quasiment aucun déplacement sur le terrain. Est-ce qu'en termes d'entretien, c'est différent? Comment on fait quand il y a personne pendant parfois 2 semaines, parfois un mois, sur des périodes estivales, etc.? Oui, comme je le disais un peu tout à l'heure en début de vidéo, ces périodes-là, les trêves internationales, on en profite pour faire des travaux un peu plus importants, que ce soit sur le centre d'entraînement ou le stade, notamment avec des défeutrages, des sablages, qui demandent une période de régénération du terrain à peu près de 10-15 jours. Juste défeutrage et sablage, parce qu'on n'est pas tous doués, en tout cas pas moi, mais est-ce que vous Et pouvez... le feutre, le gazon produit des déchets qui s'accumulent sur le sol, donc ça produit du feutre. Le principe du défeutrage, ça va être de retirer cette couche de feutre parce que durant les périodes hivernales, ça glisse, c'est spongieux, ça retient l'eau. C'est pas très agréable au jeu. Donc on va venir défeutrer, retirer cette couche de feutre un peu. Le sable permet de justement mieux gérer cette couche de feutre en créant une perméabilité, une respiration pour que ça puisse se décomposer. Voilà, et après on vient refaire un regarnissage, donc on vient remettre de la graine pour refaire le tapis végétal et derrière des aérations pour favoriser la pénétration de l'eau, l'aération du sol, voilà, pour les racines, pour qu'elles puissent descendre en profondeur pour qu'il y ait un bon maintien. Voilà. Et souvent, on voit quelques images aussi du foot anglais, notamment. On parlait un peu de foot anglais tout à l'heure, parce que le foot anglais, après, c'est d'extérieur, mais parfois on voit des magnifiques pelouses, notamment Leicester qui met carrément son logo sur le rond central, Ouais, ouais. plein de pratiques ou des motifs de forme ronde, etc. Bon, ça, on va rentrer dans le détail du cas de Leicester, mais comment ces clubs font pour faire des motifs au minimum, des motifs rectangulaires, etc. Comment on fait avec de la pelouse simplement? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas de rajout. Enfin, comment Mais c'est il n'y a pas de possible? rajout. Disons que sur les variétés de gazon qu'on utilise, pour prendre l'exemple du raigré anglais, c'est ce qui est majoritaire sur les pelouses, il a deux côtés. Un côté brillant, on va dire, et un côté plus terne. Nous, avec des tondeuses, on a des rouleaux dessus, et on vient coucher un peu le brin de gazon, et le côté brillant vient se mettre en surface. Les D'accord. effets de bande, c'est juste les allers-retours avec la tondeuse
pour Ok. reprendre ce que vous disiez avec le dessin de Leicester, tout ça, c'est ce qu'on appelle du pitch painting. C'est qu'on implante dans une machine et par des effets d'air, on vient coucher le brin de gazon dans un sens et dans l'autre. Ça, maintenant, c'est interdit en Angleterre. Ah C'est bon, marqué dans le règlement. Le pitch painting est interdit. je savais pas du tout. Après, voilà, nous en France, la Ligue, on va dire, ne nous impose pas grand-chose, mais c'est recommandé quand même de faire, comme dans le cahier des charges de l'UEFA, la tonte du match en largeur. Voilà, c'est plus facile pour les arbitres, pour le hors-jeu et pour les caméras aussi. Ah d'accord, pour le hors-jeu, d'accord. Et Voilà. on parle d'Angleterre, est-ce que, enfin, pour vous, quel est le pays, entre guillemets, référence ou le pays qui est peut-être le plus avancé à ce niveau-là? Et aussi, est-ce qu'en France, d'après vous, on se positionne bien? Est-ce qu'on évolue bien? Oui, bah, la référence, c'est l'Angleterre, hein, mais l'Angleterre, ce qu'il y a, c'est qu'il pleut régulièrement, il fait pas trop chaud. Donc après, chaque pays, chaque région doivent s'adapter. Après, en France, on va dire qu'on n'est pas plus bête que les Anglais. On a les compétences. Les Anglais ont beaucoup plus de moyens financiers dans l'entretien des pelouses. Pour eux, un match de football, c'est d'abord la pelouse. Après, on s'occupe des joueurs et du match. En France, c'est un peu différent. Voilà, on est en train de monter en gamme tout doucement, mais ça prend un peu de temps. Voilà. Sinon, après, nous, dans le sud, on se rapproche plus de l'entretien des pays comme l'Espagne ou l'Italie, qui sont des pays plus chauds et qui ont déjà des variétés un peu plus résistantes à la chaleur. Voilà. On se renseigne beaucoup là-bas. Bon, écoutez, pour terminer, parce qu'on arrive déjà à la fin, le média s'appelle All About Sport et en fait, je pose toujours la même question pour terminer ces interviews, puisque je parle de tous les acteurs du sport ou le plus possible. Vous, si vous pouviez dire merci à une personne qui peut-être vous a lancé dans ce milieu ou enfin, quelqu'un de ce milieu qui vous a peut-être donné votre chance ou une autre personne à qui vous voudriez dire merci, vous le direz à qui? Il y a 3 personnes. Ok. Il y a déjà l'école de Dunkerque qui m'a accueilli, qui m'a formé, où je suis toujours en contact et qui est en très bonne formation. Et après, oui, il y a mon ancien directeur de chez Terre en Vie, Jean-Michel Hurlu, à qui j'ai appris énormément, qui est très intéressé, qui est à fond dedans. Et après, Gaëtan Duflo, qui m'a fait voir aussi un peu les ficelles du métier au départ quand j'étais à Lille, quand j'ai commencé. Voilà. C'est des personnes qui sont mordues de métier, qui sont dedans à fond et ils m'ont transmis le virus. Voilà. Et je suis parti encore de nombreuses années dedans dans l'entretien des pauses. Voilà. Ok, bah écoutez, merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Merci d'avoir pris le temps de répondre à cette question. Et puis, bah, je vous souhaite bonne continuation, en tout cas dans votre métier. Oui, merci. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à commenter, peut-être même pour qu'on parle ensemble de cette interview. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.